Allez, bonjour à tous et bienvenue donc une nouvelle vidéo sur le logement dans les DROM, donc dans les départements et régions d'outre-mer. Donc une crise en décalage. Donc on va voir différents chiffres, des cartes, des petits schémas. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Les chiffres, donc évidemment, ça provient de la FNAIM via leur revue. Donc c'est la revue bleue, numéro donc 451. Alors comme d'habitude, c'est bien également de prendre de la hauteur, donc c'est une revue pour les agents entre guillemets immobiliers, pour les professionnels de l'immobilier dans le résidentiel en particulier, donc c'est bien également de prendre la hauteur sur cette revue-là en question. Allons-y, on est parti. Donc encore une fois, j'ai surligné les points importants. N'hésitez pas à mettre pause ou à me poser des questions si vraiment vous souhaitez rentrer en détail sur certaines de vos questions. Avant qu'on commence la petite vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager afin de me soutenir. Ça m'aide énormément, notamment pour l'audience de la chaîne. Commençons. Donc les territoires aujourd'hui d'outre-mer français donc regorgent d'atouts qui attirent donc de plus en plus de métropolitains et pas seulement. Je pense que certains ont peut-être eu la chance de partir en vacances dans ces destinations qui sont juste exceptionnelles. Aujourd'hui, bien sûr, ces territoires-là n'attirent pas seulement que les Français, on a également des Américains, on verra également dans certaines zones. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec l'essor du télétravail, ces régions attirent de plus en plus de monde. Mais derrière justement cette carte postale donc paradisiaque, une réalité, et encore une fois, on revient sur les mêmes choses, c'est-à-dire aujourd'hui, comment faire pour loger les personnes, pour loger la population donc grandissante sur une terre non extensible. En plus, on va voir que justement ces terrains-là en question, généralement on a un volcan, on a généralement des terres agricoles, on a également la fameuse montée des eaux, ainsi de suite à prendre en compte. Donc on a des contraintes qui sont géographiques, un foncier qui est déjà rare, encore une fois, et également qui est cher. On va voir également au cours du temps, on va voir que le prix de l'immobilier augmente de manière drastique, ainsi que des coûts de construction qui sont importants. On va me dire, oui, c'est pareil qu'en France, oui, mais il ne faut pas également oublier, on a tout ce que export et import également qui sont quand même assez chers, notamment au niveau de ces îles. Et par la suite, donc, une hausse des taux qui est assez importante, comme en France, également qui cause des répercussions sur le marché donc immobilier. Alors, on va commencer par cette petite partie-là, donc des territoires justement spécifiques. Donc, on a à peu près donc, 83 sur 100 qui sont justement des RP, des résidences principales, 5% des résidences secondaires, et on a à peu près 12 sur 100 donc des logements donc vacants qui ont pour objectif justement d'accueillir tout simplement les vacanciers. Plus des 2/3 des maisons sont des logements. Petit graphique au niveau du nombre de ventes de logements donc dans les départements et régions donc d'outre-mer. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une augmentation de manière, je vais vous dire importante, mais qui n'est pas non plus énorme au niveau du nombre de logements. Bon, aujourd'hui, donc à partir de 2022, comme en France, évidemment, on subit de plein fouet la hausse. On a eu quand même de très belles années, notamment entre 2020 et 2021, pour battre un record, c'est-à-dire supérieur à 11 000 aujourd'hui ventes de logements donc annuelles. Donc sur les 12 derniers mois, donc évidemment, une baisse s'opère, donc on est à peu près à moins 8%. Face aujourd'hui à la France entière qui est quasiment donc multiplié par 2, j'arrondis grossièrement, à quasiment moins 16%. On a un taux de rotation donc qui est moins important, en tout cas, c'est-à-dire le nombre de ventes de logements rapporté au parc du logement par rapport à la France entière. Comme je l'ai mentionné, on a également des contraintes qu'il ne faut pas oublier, notamment au niveau de l'expansion de l'urbanisme, donc océan, volcan, forêt tropicale, etc. On a également l'agriculture à prendre en compte, notamment pour la canne à sucre. Au niveau également de la Guadeloupe, par exemple, on a une part qui est importante sur les logements sociaux. Problème étant, c'est évidemment, on ne l'aborde pas assez selon moi, c'est-à-dire que c'est bien beau de construire des logements sociaux, mais ça serait bien également de les entretenir. Au niveau aujourd'hui des logements sociaux, quand on voit que certains gestionnaires sont des alternants, moi ça me fait un peu gentiment rigoler. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est beau de construire, très bien, mais un patrimoine immobilier, ça s'entretient. Les bailleurs privés ont une obligation aujourd'hui de délivrer un logement décent, évidemment, moi ça me semble normal, mais ça serait bien de faire la même chose aujourd'hui dans le social. Alors évidemment, on ne peut pas, entre guillemets, construire énormément et répondre aux besoins de l'ensemble des Français, et de l'autre côté, rénover. Il faut choisir un juste milieu. Bon, aujourd'hui, en tout cas en Guadeloupe, on a aujourd'hui toujours des logements qui sont quand même mal entretenus. Continuons sur la Guadeloupe, encore une fois c'est le texte de la FNAIM qui prend cet exemple, donc on va continuer sur celui-ci. Aujourd'hui donc la Guadeloupe est impactée par l'état du réseau, notamment l'état du réseau donc des eaux potables, avec un manque d'entretien, c'est-à-dire manque d'entretien pourquoi ? Parce que évidemment
le budget, manque de budget tout simplement. Donc des répercussions, on a quelques coupures d'eau, alors fréquentes, je n'irai peut-être pas à ce point-là, mais on a quand même des coupures d'eau qui commencent à être importantes. Et je rappelle quand même en 2024, on doit normalement y remédier. On pense à intelligence artificielle, super, c'est bien beau, mais revenons aux fondamentaux, comme par exemple l'accès aujourd'hui à une eau potable sans coupure, quand même. Enfin, pour moi, ça me semble quand même un point qui est important. Aujourd'hui, donc pour faire face, évidemment, les villas, ceux qui ont les moyens, ont des citernes aujourd'hui, donc individuelles directement, afin de répondre à un besoin. Si une coupure d'eau, c'est pas grave, on a notre petite citerne, afin de contourner justement le problème en question. Également, donc, ils énoncent que plus de 50% de l'eau produite en Guadeloupe se perd justement dans la nature. Donc voilà, donc, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on investit également en Guadeloupe, ça manque de budget. C'est des territoires qui sont, je ne vais pas vous dire, laissés à l'abandon, peut-être pas, mais qui manquent de budget contrairement à certaines métropoles. On a également un chômage qui est important, parce qu'au niveau des activités, notamment industrielles, on n'a pas, par exemple, on n'a pas du LVMH en Guadeloupe. Il y a très peu de sièges, il y a très peu d'activités, il faut dire ce qui est. Par conséquent, il y a un chômage qui est important également au niveau de ces îles en question. En revanche, on est quand même sur un marché plutôt dynamique, comme vous l'avez vu là sur la petite courbe. Là récemment, au niveau du nombre de ventes, on verra également le prix d'immobilier, c'est pareil. Je vous mettrai donc une insertion, par exemple, prenons le cas de la Guadeloupe, je vous mettrai une insertion du prix d'immobilier, vous allez voir qu'il est croissant également au cours du temps. Donc on a quand même, par exemple, prenons le marché de la Guadeloupe, a connu quand même une belle année sur les 10 dernières années, notamment le après-Covid, où bon nombre de personnes cherchaient aujourd'hui un petit extérieur, un climat également adapté, et surtout, notamment aujourd'hui, donc les DOM-TOM, enfin les départements et régions donc d'outre-mer, profitaient beaucoup notamment sur la défiscalisation. Donc on va en reparler également plus tard. Le Pinel d'outre-mer, l'OA, donc Girardin, il y a beaucoup de défiscalisation qui a attiré bon nombre d'investisseurs. Alors j'en vois certains qui vont déjà commencer à débattre dans les commentaires. Est-ce que c'est bien, pas bien, peu importe. En tout cas aujourd'hui, comme tout produit, c'est comme la vente, je viens de vous dire, de formation à 2000 €. Est-ce que c'est une bonne chose? Chacun a son propre avis. Il y en a qui vont dire, écoutez, c'est extrêmement cher. Moi je trouve également que c'est trop cher par rapport à ce que ça apporte. Mais pour certains, ça a été un déclic. Et des fois, donc passer à l'action pour acheter un bien immobilier qu'on leur apporte au prix initial de 1000 €. Bon, voilà. Donc ça dépend de chacun. La défisc, pour moi, pour un investisseur, encore une fois, ça va dépendre de vos revenus. Quelqu'un qui n'a pas besoin de rendement, de rentabilité, parce qu'il y a des revenus qui sont extrêmement importants. La défisc, je veux dire, pourquoi pas, hein, c'est une petite goutte d'eau dans un océan, quoi. Et pour d'autres, on va taper sur d'autres classes d'actifs. Et encore une fois, différents types d'investisseurs. Là, je suis en train de faire une vidéo en cours. Je me rapporte à 4 stratégies, notamment d'investissement donc immobilier du côté des institutionnels. Comment ils arrivent à voir à peu près les choses. Je suis en train de la faire également, donc vous inquiétez pas. C'est une vidéo qui va être, selon moi, assez importante. Donc, avant de parler des fiscs, on remet au point initial, c'est quelle est votre stratégie. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas que la défisc qu'on va forcément décupler aujourd'hui un patrimoine immobilier. Ça, c'est sûr. Donc au niveau des prix des logements, donc excusez-moi si le document est un peu flou, j'essaie de zoomer au maximum. Voilà. On va quand même pas tous les faire, on n'est pas non plus en géographie. Je vous laisse tout simplement mettre pause et regarder ce qui vous intéresse. Je vous mettrai également le cas de la Guadeloupe aujourd'hui avec un autre site. Le problème étant, c'est que dans les départements et régions d'outre-mer, il y a très peu d'infos sur l'immobilier, très peu de chiffres, très peu de sites et de sources fiables. Donc évidemment, avec l'effet juste avant Covid et après Covid, bon nombre d'agences aujourd'hui se sont développées. Parce que lorsqu'on arrive quand même à 3 à 4 000 € du mètre carré, on commence à avoir des honoraires qui commencent à être importants, notamment dans la transaction, également dans la location saisonnière évidemment. Donc il y a bon nombre de personnes qui se sont précipitées. Aujourd'hui, il y a une correction. Donc aujourd'hui, évidemment qu'il y a des dégâts. On évite trop d'en parler, mais je vous assure qu'il y a des dégâts. Une crise à retardement, donc le début de l'année 2023, les DROM ont plutôt résisté malgré la pression. Mais évidemment, depuis septembre 2023, on assiste donc à une baisse de vente et du chiffre d'affaires. Normal, c'est une question de temps. En tout cas, vous pouvez constater qu'il y a plusieurs marchés et tous les marchés ne baissent pas tout de suite et du même pourcentage. Ça, c'est à prendre en compte également. Quelles sont les conséquences? Évidemment, baisse de volume des ventes, logique. Une offre locative qui tout simplement diminue, c'est le même cas en métropole. Donc on va avoir une augmentation également des prix des matières premières.
On l'a vu, l'inflation qui suit également, avec une montée des taux pour essayer de faire descendre gentiment l'inflation. Et également la construction, ça se répercute forcément sur la construction. Et d'un côté, on a des promoteurs, gentiment là, qui sont en train de réduire les effectifs afin tout simplement de survivre. On a vu Vinci, Bouygues qui s'en sort très bien, Kaufman qui s'en sort également, Nexity qui souffre énormément. Donc on va voir où ça va nous mener. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que l'octroi donc, de la mer, c'est quoi? C'est une imposition qui est spécifique, c'est-à-dire toute importation des biens aujourd'hui qui passent par la mer, et 30% du montant. Il ne faut pas l'oublier, que ce soit les aliments, par exemple, acheter du saumon en Guadeloupe, ça vaut une fortune, En France déjà ça coûte cher, alors imaginez aujourd'hui le prix en Guadeloupe. Donc ça c'est également à prendre en compte. Donc lorsqu'on va être sur de la rénovation énergétique, forcément les matériaux vont augmenter, le prix va augmenter, et d'un point de vue bailleur, je viens de vous dire, d'un investisseur, lorsqu'on va aujourd'hui... lorsqu'on souhaite améliorer son bien, mais forcément derrière, c'est pour pas perdre d'argent et au moins un minima retrouver cette somme. Là déjà, si on investit des montants faramineux dans de la rénovation, notamment d'outre-mer, je rappelle l'outre-mer, voilà, l'hiver fait pas moins 10, qu'on soit très clair. Et on va voir même aujourd'hui, à La Réunion, il n'y a même pas de DPE. Donc pourquoi aujourd'hui être sur la rénovation énergétique si d'un côté on perd de l'argent et ce n'est pas une obligation. Par contre, petit avantage, la TVA donc est de 8,5%, et quand elle est réduite, donc on est à 5,5%. Bon, également en France, on l'a notamment sur, je vous ai déjà parlé sur la copro, sur différents équipements. Autrement en France, métropole on est à 20%, ça tout le monde le sait. On a également une augmentation donc des loyers, comme d'habitude c'est sur l'inflation. Évidemment, aujourd'hui très peu de turnover, une tension locative qui augmente, c'est pareil sur l'ensemble aujourd'hui, je viens de vous dire, du territoire français. On a également aujourd'hui une inquiétude avec de nombreuses manifestations pour sauver justement l'accès au logement. C'est une problématique qu'on retrouve également en France, par exemple le Pays Basque. C'est-à-dire qu'on va voir aujourd'hui des riverains qui souhaitent aujourd'hui trouver un logement, qui ont des traitements et salaires, je viens de vous dire, cohérents par rapport à leur territoire. Mais lorsqu'on va voir par exemple quelqu'un qui vient de Paris, qui a tout de suite le salaire parisien, qui est largement supérieur au salaire du petit riverain qui habite dans cette région-là en question, évidemment le bailleur privé va choisir le dossier le plus qualitatif. Par conséquent, les riverains, je ne vais pas vous dire qu'ils n'ont aucune chance, mais lorsqu'on a deux personnes en télétravail qui viennent de Paris, qui gagnent un minimum aujourd'hui 4 000 € chacun, face à un petit riverain qui est entre 1 500 et 2 000 €, à deux ça fait 4 000 €, le bailleur va forcément choisir, je viens de vous dire, le couple parisien en télétravail. Et forcément, ça va se répercuter sur différents types de marchés, comme celui-ci également en Guadeloupe, c'est la même chose. Donc les gens, évidemment, n'arrivent plus à se loger, donc un jour, il faudra bien trouver une solution. En plus de cela, comme je l'ai mentionné, la défisque est un point majeur aujourd'hui pour loger aujourd'hui, on va en reparler, pour loger notamment les riverains. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur la défiscalisation, notamment immobilière, mais en tout cas, ça permettait de loger de nombreux riverains sur une longue période. Donc aujourd'hui en plus les locataires ne bougent plus, ça on l'a vu, donc des répercussions, par exemple les déménageurs aujourd'hui, ça commence à faire mal, mais aussi au sein des agences immobilières, donc les loueurs en prennent également un coup, c'est-à-dire qu'ils sont payés par exemple, c'est des VRP, on appelle ça, c'est un statut VRP, avec un salaire de base qui est à 800 balles, mais derrière ils gagnent on va dire des commissions sur chaque baux signé. Bon aujourd'hui le premier temps c'est que lorsque les locataires ne bougent pas, très peu de turnover, alors des commissions relativement faibles. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est lorsqu'on investit notamment là dans les départements et régions d'outre-mer, ça va être le tourisme. Le tourisme, point majeur, c'est le pilier de l'économie. Le développement également d'une location saisonnière, donc non encadrée, est un véritable frein pour l'accès au logement des riverains. Je ne vais pas refaire vite fait encore une fois une explication, mais location saisonnière, le fameux cash flow de tous les formateurs. Dans les faits, évidemment qu'on gagne beaucoup plus que en louant de manière continue. On va augmenter donc le rendement, ça c'est clair et net. Par contre, davantage de charges. Et encore une fois, le problème, je viens de vous dire, si vous n'êtes pas sur place, c'est contrôler aujourd'hui votre investissement. Ça, faut pas l'oublier, bon nombre de personnes l'oublient de le mentionner. C'est bien beau d'investir à droite, à gauche, au Mexique, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est sympa, Bali, Dubaï.
des destinations qui sont sur le papier fantastiques. Par contre, moi, d'un point de vue investisseur, je trouve qu'on oublie de le mentionner, c'est que le meilleur investissement pour moi, c'est l'investissement qu'on connaît, qu'on maîtrise et qu'on gère. Demain, il y a une merde vous investissez à Dubaï, il y a un truc qui va pas, il y a une merde, il n'y a personne sur place en fait. Vous ne pouvez pas contrôler votre investissement. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a. Qui vous dit pas que d'un côté, la personne avec qui vous passez pour louer, finalement, se remplit pas les fouilles. Non, mais peut-être pas un peu plus, tous les mois, tous les mois un peu plus dans sa poche. Vous contrôlez beaucoup moins votre investissement. Et ça, je trouve, dans l'immobilier, c'est un point qui est important à ne pas oublier, c'est contrôler votre investissement. Voilà pourquoi, à titre personnel, encore une fois, c'est mon point de vue, hormis dans une assurance vie, mais je n'investirai jamais dans une SCPI ou dans du crowdfunding. Pourquoi ? Parce que je ne contrôle absolument pas l'investissement. Et dans l'immobilier, pour moi, une étape qui est clé, c'est contrôler son investissement. Et là, il ne faut pas oublier la distance géographique. Vous prenez gentiment une tempête tropicale dans la tronche, vous connaissez des gens sur place pour rénover votre bien. Voilà, c'est quand même des choses à penser également. Se préserver des fortes chaleurs, donc souvent victimes évidemment de canicule, dû au climat tropical, également tout ce qui est tempête, ça faut pas l'oublier, franchement ça fait mal. Faute de moyens également d'aide pour rénover donc les bâtiments en question. Comme je l'ai mentionné, on a déjà les logements sociaux qui souffrent, qui ne sont pas rénovés. Du côté des particuliers, c'est la même chose. Après, je viens de vous dire, ils sont un peu moins chiants. Il n'y a pas trop d'architectes des bâtiments de France en Guadeloupe. Ça, c'est un peu l'avantage. Mais voilà, dans l'ensemble, évidemment, je viens de vous dire, les territoires donc, d'outre-mer souffrent de manque de budget, quoi. Ceux qui ont la chance, tout simplement, de partir dans ces destinations en vacances, ça manque de budget. Clairement, ça manque de budget. Donc, le tourisme, véritable frein, donc je voulais mentionner, d'accès donc, des riverains. Sans surprise, donc c'est les pays froids, donc notamment nordiques, donc Suède, Norvège. On a quand même aujourd'hui des entreprises qui sont vachement axées sur notamment le développement durable, sur les BPC, les bâtiments à basse consommation, ainsi de suite. C'est vraiment aujourd'hui les pays nordiques. On a bon nombre aujourd'hui de sociétés, par exemple tout ce qui est PAC, pompe à chaleur, par exemple NIB AB, une marque qui est quand même connue, notamment dans les PAC, une entreprise suédoise. Il y a bon nombre aujourd'hui d'acteurs qui sont dans les pays froids et peu dans les pays chauds. Pourquoi ? Parce que je viens de vous dire, je mets tant d'argent, quel va être l'avantage aujourd'hui de rénover un bien en Guadeloupe, à La Réunion, hormis peut-être des panneaux solaires, là il y a l'utilité, je vais vous dire, également améliorer peut-être la ventilation. Le problème étant, c'est que ma prime rénov ne fonctionne toujours pas dans les départements et régions outre-mer, donc encore une fois un problème qui persiste. À La Réunion, comme je vous l'ai énoncé, pas de DPE, donc tropicalisé, donc adapté aux conditions météorologiques. On est dans le flou total, le gouvernement n'y a pas pensé. On ne peut pas non plus penser à tout, c'est ce qu'on va dire. Voilà. Au niveau aujourd'hui des professionnels, donc suppression de la plupart aujourd'hui des fiscs, c'est une erreur pour l'économie donc, du logement en Guadeloupe. Alors encore une fois, on est sur une revue donc 100% IMO, par une fédération, donc évidemment qu'on va aller dans ce sens-là. Mais dans les faits, moi ce que je voulais mentionner, c'est que l'avantage de la défiscalisation, hormis la personne qui investit là-dedans, on est bien d'accord, l'avantage surtout c'est pour l'État, mais dans les faits, c'est apporté surtout à minima, donc 6, 9, 12, ça dépend de la durée de la durée en question choisie par le bailleur, mais dans les faits, c'est un logement qui était occupé pendant plusieurs années. On n'était pas sur la location saisonnière, qui cassait le rythme, et notamment pour les riverains, on ne pouvait pas se loger. Donc la défisc, il y a un petit côté de positif, notamment pour les riverains. Donc évidemment, du côté de la Réunion, donc, ils réclament le retour du PTZ, donc du prêt à taux zéro pour les primo-accédants, également des dispositifs d'incitation fiscale, et notamment la détaxe sur donc, les matériaux de construction pour réduire aujourd'hui les tarifs, notamment en termes de rénovation. Déjà que la rénovation, le retour sur investissement pour un bailleur, c'est pas super, je viens de vous dire, mais en plus déjà, si on a une surtaxe dans tous les sens, ça va être compliqué aujourd'hui à faire évoluer les choses.
Après, donc le président, donc Loïc Quentin, donc qui nous énonçait, il faut continuer de frapper du poing sur la table. Bon, dans les faits, j'aime bien la FNAIM, hein, vous remarquez, je prends souvent des documents de la FNAIM, car je trouve dans l'ensemble qu'ils sont quand même qualitatifs. Bon, par contre, le premier temps, c'est que frapper du poing, voilà, la FNAIM a très peu de pouvoir, c'est-à-dire que tout ce qu'ils énoncent, malheureusement, ben, ça se réalise pas forcément, ça faut pas l'oublier. Donc, comme d'habitude, c'est on essaie de montrer, montrer, sauf que je trouve que la FNAIM, cette fédération, qui est une fédération dont je fais partie, hein, qu'on soit très clair, hein, mais n'est pas assez entendu en tout cas par le système actuel. Bon, tout ça pour vous dire, je vous laisse avec une jolie petite image. Il faut se rappeler qu'après le cyclone vient toujours le soleil. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se dit à une prochaine. Allez, bye bye.